En 2020, 11% des structures accompagnées par l'ANSSI étaient des établissements hospitaliers. Et selon l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ils sont dans le viseur d'une tentative d'attaque chaque semaine. En octobre 2019, le GHT d'Artois, dans les Hauts-de-France, a été victime d'un rançongiciel. Le blackout des services a duré près de 2 mois. Très vite, la réaction s'est organisée. Forcément, donc on n'a pas résolu le problème seul, donc on a été fortement aidé parce qu'on a fait une demande d'aide, donc que ce soit à l'ARS ou que ce soit à la ZIP Santé ou que ce soit à l'ANSSI. On a eu aussi la chance d'avoir une très très bonne entente avec nos partenaires fournisseurs qui nous ont tout de suite aidés dans le quart d'heure qui suit. Plusieurs partenaires qui nous ont proposé des choses, j'ai envie de dire même gratuitement, des plateformes et des choses. Ils étaient vraiment prêts, ils nous ont vraiment aidés, que ce soit par prélèvement pour savoir d'où ça vient, les analyses au laboratoire, proposition des solutions, proposition des patchs, pour accélérer la démarche et résoudre le problème le plus rapidement possible. À l'origine de la faille, un réseau obsolète. Depuis, les enseignements ont été tirés. Un conseil qui peut être donné vis-à-vis des problèmes rencontrés fin 2019, entre autres sur le site de l'ABAC, c'est effectivement de ne pas laisser mourir un établissement au niveau technique. Il est indispensable de continuer à faire évoluer les systèmes pour toujours bénéficier des derniers avantages en termes de sécurité informatique et des derniers patchs. C'est extrêmement important. Les équipements ont été renouvelés et actuellement, c'est un nouveau firewall qui est en cours de déploiement. Nous sommes basés sur les préconisations de l'ANSSI et le choix s'est porté vers des outils Storm Shield. Donc effectivement, les firewalls sont un peu l'un des vecteurs d'entrée dans les établissements. Il est très important de les surveiller, de les monitorer, de consulter les remontées de log de ces appareils pour pouvoir être, mis au courant d'éventuelles tentatives d'intrusion dans notre système d'information. Le risque zéro n'existe pas. Voilà pourquoi les systèmes visent une couverture maximale. La stratégie en cybersécurité, c'est celle de la défense en profondeur, c'est celle qui correspond à l'état de l'art. Nous essayons de l'appliquer en proposant encore une fois une gamme de produits qui va se déployer sur l'ensemble du système d'information, aussi bien poste qu'infrastructure, aussi bien IT qu'OT. Ainsi, nous avons une couverture maximale et nous pouvons réduire l'impact d'une cyberattaque autant que possible. Bien évidemment, prétendre couvrir 100% des attaques serait illusoire. Nous faisons le maximum pour en réduire les impacts. En ce sens, le cloisonnement, solution relativement simple mais toujours efficace, permet de limiter la zone où la cyberattaque va se répandre. Deuxième solution, durcir les postes, en réduire leur capacité d'exécution et leur capacité d'exécution de programme, va permettre de limiter l'introduction de virus ou de crypto-malware. Et de la même façon, le chiffrement va permettre d'éviter la fuite de données. Et ça, c'est très très efficace au niveau des impacts, puisque les chiffrements que l'on propose sont des chiffrements validés par l'ANSSI et qui offrent un niveau de protection aujourd'hui quasiment incassable avec les moyens à disposition aujourd'hui, sauf peut-être les moyens étatiques, mais ça c'est une autre histoire. La course à l'armement est sans fin, les hackers renouvellent leurs attaques régulièrement. Voilà pourquoi la vigilance est constante. Il y a énormément de composants techniques qui jouent un rôle dans la prévention des attaques, notamment la protection au niveau des boîtes mail. Tous les liens, par exemple, qui sont contenus dans les boîtes mail sont routés vers un système particulier qui vérifie que ce n'est pas une attaque répertoriée avant d'accéder aux liens. Il y a aussi toutes sortes de systèmes dont on ne peut pas lister en fait, l'appartenance pour pas s'exposer en fait, à des contre-attaques. Il y a aussi toutes les mises à jour de systèmes, puisque les systèmes ont toutes des failles, les systèmes de Microsoft ont des failles, ils sont connus très souvent et utilisés par les hackers. Donc régulièrement, nous sommes obligés de mettre des patchs de sécurité, de faire des montées de versions de système pour se protéger. Détecter, protéger, réagir, c'est le triptyque des services SI, avec, en cas de crise, des procédures établies soumises à entraînement. Il y a, on va dire,
il y a un moment où il faut réagir très vite. Donc ça, c'est les 5 premières minutes, on va dire, qu'à partir du moment où on a détecté une attaque, c'est notre capacité de réaction rapide. C'est-à-dire, est-ce que je coupe Internet, par exemple, sur l'ensemble de l'AP? Voilà. Et la décision qu'on doit prendre, elle est forte. Et je ne dois pas hésiter. Et puis mes équipes, une fois que j'ai donné l'ordre, parce que là c'est un ordre, elles doivent agir rapidement. Ça veut dire qu'on s'entraîne avant. Ça veut dire qu'on s'est préparé, que la personne qui détecte, que l'alerte me remonte très vite pour que je puisse donner l'ordre et que l'ordre puisse être exécuté très rapidement. Derrière, après, on est dans le plus classique, c'est d'abord d'avoir des équipes qui détectent, qui nous catégorisent la menace, pour savoir c'est quoi, et puis des équipes qui commencent à regarder l'étendue de l'attaque, continuent à périmétrer bien l'attaque et commencent à remonter les premiers systèmes qui semblent complètement indispensables. Donc ça demande une très bonne préparation, une prise de décision avec la direction générale, parce qu'il y a des décisions de direction générale, et avec les métiers, on redémarre quoi, comment. Pour nous, c'est si on a plusieurs hôpitaux touchés, on les redémarre dans quel ordre. Est-ce qu'on redémarre d'abord la radiologie, d'abord la biologie, d'abord, etc. On ne peut pas tout faire. Donc il y a ces gestions-là, la gestion de la communication, qui est aussi un élément important. Donc c'est toute cette organisation qui est assez compliquée. Donc là, on l'a formalisé et on va s'entraîner. Le décloisonnement implique une dimension régionale. Le groupement régional d'appui au développement de la e-santé intervient en ce sens pour mutualiser les actions et réactions. Il dresse un diagnostic à l'échelle du territoire. Au final, c'est la sécurité globale de l'ensemble qui garantit la sécurité de tous. On voit bien, et c'est ça qui est intéressant en fait dans cette logique, c'est qu'on ne peut plus réagir seul. Les attaques, elles sont très ciblées, elles sont toujours réadaptées. Il y a vraiment une intelligence au niveau de la cyberattaque et il faut répondre avec la même intelligence. Cette intelligence, elle doit être collective. Parce qu'effectivement, si on reste isolé, déjà on a des problèmes de moyens et puis on a aussi un regard qui est un peu étriqué. Donc nous en tout cas, on est une réponse et on a une habitude de réponse. On souhaite même, et c'est un projet qu'on est en train de monter, on commence à avoir des échanges avec le CHU de Nice sur le sujet, c'est de créer une task force, c'est-à-dire d'être en capacité d'identifier à tout moment quelles sont les compétences de certains RSSI, de certains développeurs, de certains informaticiens qui ont des compétences particulières. On sait où est-ce qu'ils sont dans la région. Et au regard de l'identification du type d'attaque, de la manière dont ça se passe, comment on réagit, comment on va chercher les ressources, si elles sont disponibles. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on les référence qu'elles sont disponibles, mais l'enjeu, c'est de pouvoir faire une task force qui serait rapidement disponible. La récente hausse des attaques a conduit à une prise de conscience forte et à la mise en place de nouvelles réponses. Un cap qui devra être maintenu dans un domaine en perpétuelle évolution.